Alors Jacques Dantal, en fait, a déjà, il a présenté quasiment toutes mes diapositives, donc il faudra que je lui dise d'ailleurs, parce que il a un peu défloré mon cours. Au départ, il devait parler que des facteurs de risque, mais comme il y a des médicaments, il a tout dit sur les médicaments. Donc en fait, et moi je parle aussi un peu d'épidémio, donc ça va être pas très très long. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cours d'aujourd'hui, ça vous paraît peut-être une évidence, mais jusqu'en 2003, il n'y avait aucun papier publié qui disait que les immunosuppresseurs avaient un rôle propre en termes de revue comme ayant favorisant les tumeurs. Ça veut dire que cette notion que les drogues immunosuppressives en tant que telles et non pas par le biais d'immunosuppression favorisent les tumeurs, c'est finalement très récent. Et cette notion, elle s'est énormément développée et ça devient un sujet de recherche et une préoccupation clinique majeure, uniquement parce qu'on a des produits qui sont des inhibiteurs de la mTOR, qui ont des capacités antitumorales, et que finalement, c'est les premières drogues qui ont des vraies capacités antitumorales et immunosuppressives. Avant, ce n'était pas très clair. Et donc finalement, cette thématique de savoir qu'on peut avoir des drogues qui favorisent les tumeurs ou qui les favorisent ou au contraire qui les bloquent en immunosuppression, c'est quelque chose de récent. Ce qui explique qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont relativement récents et que autant la thématique greffe et cancer est très ancienne, autant cette thématique-là est récente. Donc je vais passer vite parce que il vous en a parlé largement, donc je vais passer ces diapositives, ça vous évitera d'avoir de la redite. Je voudrais juste garder, donc ça c'était un travail qui est fait en France. Ce qui est important, c'est que quand on regarde l'effet des cancers sur une population française entre deux périodes qui sont 95-99, l'incidence des cancers, et 2000-2005, on voit qu'elle augmente de façon relativement significative. Alors bien sûr, cette période-là, 95-99, et puis celle-ci, en 95, on a mis le CellCept sur le marché, et en 98-19, on a commencé à utiliser les Prograf CellCept, et depuis 2000, on utilise Prograf CellCept. Le temps que les tumeurs se développent, on peut peut-être se dire que cette différence, c'est parce qu'on a augmenté l'immunosuppression, donc on n'a plus de rejet, mais on a plus de cancer. Mais il faut aussi se méfier parce que on a aussi de plus en plus de gens qui sont âgés, c'est ici, et Jacques vous a bien dit que les gens qui étaient âgés, ils font plus de cancers. Et donc je crois qu'on ne peut pas dire de façon simple que l'augmentation des cancers, elle est liée à l'augmentation de l'immunosuppression simplement, mais c'est certainement des paramètres qui sont mélangés ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que le cancer est une préoccupation majeure actuellement en transplantation d'organes au sens large, dans la mesure où on a effectivement des immunosuppresseurs puissants, mais aussi qu'on a une population de gens qui vieillit, que ce soit en foie, en rein ou en cœur. Alors, donc, ce que vous a déjà dit largement Jacques, c'est que l'immunosuppression, elle favorise les cancers, d'une part parce qu'elle favorise les virus qui sont des virus oncogènes, et donc on retrouve là tous les cancers les plus fréquents chez les patients transplantés, les plus spécifiques de l'immunosuppression. On sait aussi qu'il y a une diminution de la réponse immune antitumorale, l'immunosurveillance. Ça, franchement, quand on cherche les données sur l'interaction entre les immunosuppresseurs et l'immunosurveillance, il y a très peu de données claires là-dessus directement. Et moi, je voudrais insister sur ce qui est relativement nouveau, c'est l'effet propre des immunosuppresseurs sur le développement des tumeurs, en tant que tel, indépendamment de l'immunosuppression, à la fois la prolifération et la diffusion des métastases. Donc en fait, on va centrer ce cours là-dessus. Alors, d'abord, c'est un sujet récent. Donc il n'y a pas 10 000 données, notamment il n'y a pas beaucoup de données cliniques encore. Deuxièmement, c'est important de supprimer l'effet sur l'immunosuppression, sinon comme on mélange tout, on a du mal à savoir qui fait quoi. Et la meilleure façon de le faire, ça a été fait de façon, vous allez voir beaucoup de papiers, un certain nombre de papiers chez des souris, c'est utilisé, soit c'est sur du in vitro, donc on met des cellules en culture, on regarde comment elles prolifèrent, comment elles diffusent et comment elles se modifient leur phénotype, ça c'est le plus simple. Après, les majeurs papiers, c'est ceux qui prennent des souris skides. Les souris skides, elles n'ont pas de système immunitaire. Donc, par définition, quand on augmente un effet pro- ou antitumoral chez une souris qui n'a pas de système immunitaire, c'est que ça ne passe pas par l'immunosuppression. Et donc, le fait de prendre des souris skides, ça permet de sortir ce qui est indépendant de l'immunosuppression par rapport à ce qui serait dépendant de l'immunosuppression, surtout quand on compare une souris skide avec une souris qui a un système immunitaire normal. Excusez-moi. Alors après, les questions qui se posent pour lesquelles pour l'instant il n'y a pas encore tout à fait de réponse, sauf dans la peau, ici, vous voir, on va y passer du temps. C'est est-ce que les effets qu'on observe dans ces modèles-là, c'est des doses vraiment immunosuppressives et pas des doses trop importantes parce que c'est du in vitro ou chez la souris que c'est pas comparable, et ça c'est pas très clair encore.
Est-ce que la preuve du concept a été faite in vivo chez l'homme? Est-ce que vraiment c'est clair chez l'homme? Vous verrez que ça commence un peu à s'éclaircir, mais c'est pas si simple. Et Jacques vous en a déjà parlé. Et maintenant, on arrive, on verra ça à la fin du cours, donc au concept d'immunosuppression antitumorale, qui pourrait donc être une immunosuppression ciblée pour un certain type de patient, soit en prévention secondaire, soit en prévention primaire chez des patients à haut risque de tumeur, notamment des gens âgés par exemple. Et puis, par ailleurs, c'est intéressant de savoir que, et ça on n'en parlera pas beaucoup, que maintenant quand on fait des nouvelles drogues antitumorales, on regarde ces zones d'activité immunosuppressive, et quand on construit des nouveaux immunosuppresseurs, on regarde s'ils ont un effet antitumoral dès le départ dans le développement d'un produit, alors qu'avant personne ne peut étudier ça en fait. Donc vraiment, il y a un concept qui a beaucoup changé au cours des 10 dernières années. Alors, il y a deux drogues qui clairement favorisent les tumeurs, enfin deux classes, c'est l'azatioprine et les inhibiteurs de la calcinurine, qui sont surtout la cyclosporine, parce que c'est le maximum de papiers sont faits avec la cyclo. On peut penser que c'est pareil pour le tacrolimus, mais on ne peut pas être certain à 100% qu'il y ait toujours une équivalence entre cyclo et tacro pour l'effet pro-tumoral, parce qu'il y a des effets sur le phénotype des cellules qui n'ont pas forcément été reproduits avec le tacro. En tout cas, il n'y a pas de données pour savoir si c'est exactement la même chose. Donc la majorité des papiers ont été faits avec de la cyclo. Pour le tacro, on peut penser qu'une partie est équivalente, une partie pas forcément. Donc je parlerai surtout de la cyclosporine. Alors vous voyez que ça fait très longtemps qu'on utilise les Murel, 1960 à peu près. Et des papiers qui démontrent que les Murel a un effet sur la fragilité du DNA, ils ne sont pas si fréquents quand on les cherche. Et vous voyez que ça, c'est un papier qui a été publié en 2008. Et donc c'est quand même un papier relativement récent. Et dans ce papier, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé l'effet combiné de l'azatioprine et de l'irradiation UVA sur le DNA damage au niveau des cellules pour montrer si effectivement l'azatioprine ça empêchait la réparation et ça fragilisait l'ADN. Vous voyez que quand on peint que de l'azatioprine et avec un contrôle, on a un peu d'effet direct. Quand on essaie d'amplifier le DNA damage avec une réponse plus fine, c'est cela, on a quelque chose quand même. Mais quand on fait irradiation plus ASA, et irradiation plus ASA en amplifiant la réponse pour regarder plus spécifiquement le DNA damage, c'est ceci, eh bien, on a une importante effet sur les lésions de l'ADN. Alors ça peut se résumer de la façon suivante, c'est que l'azatioprine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se transforme en 6-thioguanine. Son mécanisme d'action immunosuppresseur, c'est qu'elle s'incorpore à l'ADN, qu'elle fracture l'ADN et qu'elle fait des lésions de chromatine, et ça fait un blocage de la mitose, et c'est en cela qu'elle est immunosuppressive. Donc, le mécanisme d'action de l'ADN en tant que tel passe par la fragilisation de l'ADN. Donc, l'Immurel en tant que tel est un produit qui, par essence, favorise les tumeurs, et le fait d'avoir cette modification de l'ADN, si la réparation est mal faite, et on verrait que la cyclosporine modifie la réparation de l'ADN, si la réparation est mal faite, eh bien, vous avez une tendance à favoriser les cancers chez les patients sous Immurel. Et alors, ce qui se passe, c'est que le soleil, qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Le soleil, il fait des UV. Les UV, ils oxydent les thiols. Ça augmente la fraction de l'ADN. Ça augmente les problèmes de réparation. Et finalement, on a à la fin, association soleil plus Immurel, des patients, et on les connaît bien maintenant, qui ont 40 ans d'immunosuppression, 30 ans, qui ont été greffés 2-3 fois, et qui ont des cancers à spinocellulaire répétition sur les zones exposées au soleil, essentiellement. C'est toujours la face, le nez, les oreilles et le dessus des mains. C'est rarement en dehors, donc on sait où il faut les chercher, et Sylvain vous en parlera tout particulièrement. Donc clairement, l'Immurel, on sait que c'est un produit qui favorise les tumeurs, et il est probable que dans les 20 ou 30 prochaines années, l'incidence des tumeurs de la peau diminue, parce qu'on a progressivement remplacé l'Immurel par du Celcept. Alors la cyclo, Jacques vous a dû vous présenter ce travail. Le premier travail qui a été publié qui évoquait ça, c'est celui de Jacques, c'est Lancet 98, qui était un très joli travail prospectif où il comparait deux doses différentes entre des patients qui avaient une dose normale de cyclo ou une dose réduite, et en fait il avait moins de rejet dans la dose normale, mais il avait plus de cancer. Le problème dans ce travail, c'est qu'on ne différencie pas l'effet propre de la cyclo et l'effet immunosuppresseur, et à l'époque d'ailleurs c'était surtout l'effet immunosuppresseur qui avait été mis en balance plutôt que l'effet propre, ce qui allait bien avec l'incidence de rejet qui était augmentée chez les patients à low dose. Alors vous savez que donc, la cyclo, ça intervient très haut ici. Alors effectivement, quand on regarde ce schéma, on ne voit pas très bien pourquoi directement, et c'est pour ça qu'au départ, il n'y a pas eu d'études. La cyclo, c'est sorti en 1981. Les études sont tardives. Les gens ne sont pas du tout intéressés au côté tumorogénèse parce que le récepteur T, c'est un récepteur spécifique aux lymphocytes T, ça n'existe pas dans d'autres cellules, et il n'y avait pas tellement de raison avec ce mode d'action où on bloque la calcinurine ici, il n'y avait pas tellement de raison de favoriser les tumeurs directement. Alors, le papier qui en fait est passé inaperçu, un peu curieusement au départ en tout cas,
C'est celui qui a été publié en Nature en 2009, qui est un très joli travail expérimental. Et les auteurs, pour la première fois, ont regardé directement ce que faisait la cyclosporine sur le phénotype des cellules tumorales. Alors vous voyez qu'ils ont pris des cellules normales, ça c'est un fibroblaste, ils les ont incubées en présence de cyclosporine in vitro, et ils ont montré de façon assez claire qu'il y a pas mal de figures dans le parti, je ne vais pas tout montrer, qu'elles changeaient de phénotype, et que d'un phénotype non invasif, elles faisaient l'acquisition d'un phénotype invasif, et que ce phénotype invasif pouvait éventuellement disséminer davantage. Et ils ont fait leur expérience sur un modèle clinique, préclinique, donc c'est une souris skid, donc pas de système immunitaire, c'est ce que je vous disais. Ils ont injecté un carcinome de rein au niveau de la capsule rénale, et puis ils ont regardé les métastases pulmonaires. Et vous voyez que chez des souris qui sont exposées à la cyclosporine, et indépendamment de l'effet en immunosuppresseur, eh bien, il y a une multiplication, il y a une diffusion métastatique qui est incomparable par rapport aux souris contrôle qui ne reçoivent pas la cyclosporine. Donc clairement, cet effet de phénotype modifié ici, on le retrouve sur un modèle in vivo chez la souris de façon extrêmement élégante. Et donc, par ailleurs, ils ont continué leur travail, ils ont montré que quand on mettait des anticorps anti-TGF-bêta, eh bien, on bloquait cet effet. Et donc le papier conclut que quand vous mettez des cellules in vitro et in vivo chez un animal qui n'a pas de système immunitaire, vous avez une tendance d'une part, chez un animal normal, vous diminuez la fonction lymphocytaire, mais chez un animal qui n'a pas de lymphocytes, d'une cellule tumorale qui aura un phénotype au départ non invasif, vous développez un phénotype invasif percé, qui passe en partie par l'augmentation du TGF-bêta. Cette transdifférenciation tumorale, elle induit une capacité à diffuser davantage, et puis vous faites une cellule au départ non invasive en une cellule invasive, et vous augmentez vos métastases. Et ça, je crois qu'il faut le garder en mémoire, parce qu'effectivement, ce phénotype-là, il n'y a pas tellement de raisons qu'il n'existe pas chez les mammifères, et puisque chez la souris, finalement, ça peut se comporter. Alors, ce qu'on ne sait pas très bien pour ce type d'expérience, c'est si cette diffusion-là, elle est très importante chez l'homme, dans un contexte de multi-immunosuppression, et quel est son poids par rapport au déficit immunitaire. Ça, c'est pas encore très très clair. Alors vous voyez que ça, c'est un autre travail qui est sorti plus tardivement, j'aime bien parce qu'il y a une jolie iconographie. Ils prennent un autre type de tumeur qu'ils injectent au niveau portal, donc ils créent des tumeurs dans le foie. Et puis ensuite, ils regardent les diffusions, et les tumeurs, elles sont spéciales parce elles peuvent être allumées par un système in vivo de luminescence, et donc ils peuvent regarder ce qui se passe avec ou sans cyclosporine. Vous voyez que sans cyclosporine, il n'y a pas de métastase chez les souris contrôle, alors que lorsqu'elles sont traitées par la cyclosporine, là aussi, il y a une diffusion métastatique qui est majeure, et donc clairement, on retrouve sur un modèle différent le même effet de la cyclosporine sur la diffusion des métastases. Ça, c'est deux types de tumeurs qui sont retrouvés dans ce papier. Alors finalement, ce qu'on peut dire par rapport à cette partie-là, c'est que la cyclosporine, elle a d'abord un effet immunosuppresseur. L'effet immunosuppresseur, il passe par le blocage des lymphocytes, et que là, on a donc au départ tout ce qu'a présenté Jacques, c'est-à-dire les lymphocytes, ils vont bloquer les virus ils sont oncogènes, ces virus oncogènes, ils favorisent la prolifération de cellules normales, et là, on passe par le biais de l'immunosuppression. Les virus oncogènes favorisent la mutation des cellules, elles prolifèrent, elles arrivent moins bien à faire de l'apoptose, et puis elles deviennent tumorales, et puis ensuite elles font du cancer. Et ce que fait la cyclo pour amplifier cette partie qui est là et de l'immunosuppression, de façon à peu près directe, c'est qu'elle bloque aussi le DNA repair, et ça, je ne vous montre pas tous les papiers, mais il y a pas mal d'articles qui montrent également qu'elle bloque la réparation de l'ADN. Donc quand la cellule est soumise au virus, qu'elle est normale et qu'elle fait de la mutation, eh bien, elle a moins de faculté à la corriger, donc on a plus de mutations ici. Et puis, une fois qu'il y a donc là, il y a un premier effet qui augmente l'effet antitumoral par le biais de ces réparations de l'ADN. Et par ailleurs, une fois qu'elle est tumorale, eh bien, elle est plus agressive, elle diffuse plus facilement, et ça passe par le TGF-bêta. Et donc, à la fin, on a un effet qui est bien indépendant de l'immunosuppression, mais qui, on le voit ici, se combine à l'immunosuppression pour cette partie diffusion. Voilà, donc ça, c'est un des arguments forts pour dire que la cyclosporine, c'est vraiment l'immunosuppresseur qu'il faut éviter d'utiliser si possible, en tout cas le plus bas possible en termes de dose quand les patients ont des tumeurs existantes, puisqu'on favorise leur diffusion. Alors en fait, il y a d'autres effets pro-tumoraux que j'ai résumés ici dans cette plaque, parce que comme ça vous avez toutes les références si vous voulez les creuser un petit peu. Ces effets, ils passent par l'augmentation de l'histokine comme l'IL6, qui a un effet direct par exemple sur la croissance des cellules B. Là, c'est le papier d'Ojo et Neuil d'autres. Il passe aussi par la modification de la résistance aux drogues, et ça perturbe les chimiothérapies, ça s'est fait plutôt in vitro. Et puis il y a également un effet sur l'angiogénèse, que je ne détaillerai pas parce qu'il est moins clair que pour les inhibiteurs de la mTOR,
L'acyclo favorise plutôt le VEGF. Le VEGF, ça favorise l'angiogénèse. Et cet effet sur l'angiogénèse est aussi un effet qui augmente d'une part la taille des tumeurs, mais également la diffusion, non pas de la diffusion, mais une fois que la cellule a métastasé, la production de la métastase qui passe par des facteurs de croissance vasculaire, puisque pour qu'une métastase existe, il faut que la cellule diffuse, qu'elle s'implante et qu'après elle grossisse. C'est pour ça qu'il faut une néovascularisation. Donc clairement, la cyclosporine est un médicament, dont vous avez tout résumé ici, qui favorise les cancers directement, indépendamment de l'immunosuppression. Très joli travail de revue. Donc vous voyez, c'est la première revue sur le sujet, c'est Guba en 2004. Alors les corticoïdes, Jacques en a dit un mot. Globalement, ce n'est pas clair pour les corticoïdes. Les corticoïdes, ils ont un effet propoptotique. Et clairement, les corticoïdes sont utilisés dans un certain nombre de cancers, notamment les tumeurs qui sont les tumeurs non solides, les leucémies, les lymphomes, parce que c'est propoptotique, et donc beaucoup de chimiothérapies antitumorales utilisées dans les lymphomes et les leucémies utilisent des corticoïdes à forte dose. Donc ils ont clairement un effet plutôt anti-tumoral, et ça, c'est plutôt l'effet bénéfique. Par ailleurs, ils diminuent les métastases, et ça passe par le VEGF, donc là aussi c'est plutôt un effet antitumoral. Et puis par ailleurs, ils sont beaucoup utilisés en cancérologie, notamment chez les patients qui ont des nausées, et les cancérologues qui utilisent des corticoïdes, ça ne les perturbe pas du tout, ils n'ont pas du tout l'impression qu'en mettant des corticoïdes, ils vont avoir une augmentation des tumeurs ou une diminution, une augmentation de la sensibilité aux tumeurs. Alors il y a quelques données qui vont en sens inverse, c'est pour ça qu'on n'a pas de réponse très très claire pour l'instant, c'est que il semble que les corticoïdes, par ailleurs, dans les tumeurs solides et pas dans les tumeurs de type lymphome ou leucémie, ont tendance plutôt à inhiber l'apoptose, ce qui serait un facteur pro-tumoral. Ils peuvent aussi augmenter la résistance au traitement, aux modifiants de transfert de drogue comme la cyclosporine. Et puis, ils pourraient augmenter la résistance de certaines tumeurs à des produits comme le VP16, le cisplatine et autres. Et ça, c'est surtout des données qui sont des données in vitro, ou également à partir de biopsies ex vivo. Mais je dirais que pour l'instant, il n'y a pas de données suffisantes chez l'homme et quand on fait de la littérature pour ne pas donner de corticoïdes à un patient qui a une tumeur ou pour éviter les corticoïdes pensant que ça va favoriser des tumeurs. Donc probablement, il y a plutôt un effet neutre, voire un effet bénéfique globalement, sachant que pour la peau, on n'a aucune donnée, etc. Donc je dirais que les corticoïdes, a priori, ont un effet plutôt neutre en termes de tumorogénèse. Et moi, c'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas forcément favorable à l'arrêt des corticoïdes chez tous les patients de façon systématique, parce qu'ils ne sont pas néphrotoxiques, ils sont anti-inflammatoires de façon différente des autres, et ils ne favorisent pas les tumeurs. Et si donc on veut plutôt baisser les CNI et utiliser des produits qui sont en limiter les effets sur les tumeurs, surtout chez les gens âgés, ben les corticoïdes ont cet avantage-là. Alors, ils ont des inconvénients osseux, mais ils ont au moins cet avantage-là. Alors, Jacques vous a parlé du mycophénolate sans vous montrer les données. Vous voyez que le mycophénolate, c'est surtout un produit antiprolifératif, parce que comme l'imurel, il bloque la synthèse de l'ADN. Donc, dans la mesure où lui, il ne passe pas par une fragmentation de l'ADN, il ne passe pas par le fait de bloquer la réparation de l'ADN, il a la capacité de bloquer la prolifération, mais il n'induit pas en tant que tel de tumeur. Et in vitro, vous voyez que quand on prend deux lignées différentes qui sont lignées pancréatiques et lignées pulmonaires à petites cellules, vous voyez qu'il y a clairement, alors ça c'est avec un facteur de croissance ou sans facteur de croissance, vous voyez qu'il y a un effet dose, surtout quand il n'y a pas de facteur de croissance, avec une diminution de la prolifération cellulaire in vitro dans ces deux lignées cellulaires différentes. Et puis, par ailleurs, c'est ce que vous disiez Jacques aussi, mais je crois qu'il n'a pas montré de données, il y a un effet sur l'adhésion des cellules, puisque ça c'est un test qui est fait in vivo, où on teste l'adhésion de différentes cellules lignées tumorales. Il y a un carcinome de côlon, pancréatique, rénal et prostate, donc des lignées tumorales différentes qu'on fait coller sur un endothélium, donc c'est du in vitro, hein, et puis on met du CellCept avec des doses croissantes, et vous voyez que clairement, par exemple, pour cette tumeur-là, il y a une diminution très, très importante de l'adhésion, qui est dose dépendante. Ici, c'est un peu moins clair parce que ça marche pas à forte dose, ça marche à petite dose. Et puis ici, il n'y a globalement pas beaucoup d'effets, mais il y a certaines tumeurs pour lesquelles il y a une diminution nette de l'adhésion. Et quand on regarde les molécules qui sont impliquées, par exemple si on regarde le CXCR3, eh bien, si on regarde ici la minime fluorescence, donc l'intensité de l'expression de récepteurs à la surface, eh bien, vous voyez qu'il y a une diminution du taux en fonction de la dose de CellCept. Donc en fait, probablement, il y a cet effet-là qui pourrait avoir un rôle, mais là ça n'a absolument pas été démontré, ni chez la souris directement, ni in vivo chez l'homme,
pour limiter a priori éventuellement les métastases, puisque ça empêche de coller à l'endothélium, donc ça pourrait favoriser la diffusion des métastases. Quand on regarde sur des registres, avec ce qu'on sait des registres et leurs limites, sur l'effet protecteur des tumeurs, ou au contraire, le risque ici, c'est le temps pour développer un cancer, lymphome, donc là c'est lymphome, tous les cancers, et donc c'est les deux choses qui sont ici dans les registres. Et vous voyez, globalement, pour l'ensemble des cancers, il y a plutôt moins de cancers sous CELSEPT, et pour les lymphomes, c'est pas très clair, parce que globalement, il y a un travail où il y a à peu près à 1, un peu plus, et ici on est clairement en dessous. Donc pour les lymphomes, je crois qu'il n'y a pas tout à fait de réponse encore. Et je ne peux pas dire qu'on soit forcément confortable directement de laisser les patients qui ont des lymphomes sous CELSEPT. Enfin, il y a plutôt un effet antiprolifératif qui pourrait être mis en évidence par ce travail-là, qui est un travail de registre. Et puis il y a ce genre de papier, bon, je ne l'ai pas montré les données parce que je n'étais pas très convaincu, où ils ont testé sur des phases de patients très avancés le CELSEPT dans les myélomes multiples avec un petit effet, mais sur un tout petit nombre de malades et des patients très avancés. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres données après. Mais vous voyez que là, on est tout de suite dans un nouveau concept, c'est-à-dire qu'on met du CELSEPT, c'est des gens qui ont un myélome. Hein. Donc en résumé, ce qu'on peut dire du CELSEPT, c'est que c'est clairement un bon antiprolifératif, donc ça bloque la prolifération des tumeurs. Chez des souris atymiques qui n'ont pas de lymphocytes, ça bloque aussi la prolifération. Ça induit l'apoptose dans les cellules myélomateuses in vitro. Ça diminue la synthèse des molécules d'adhésion. Ça diminue potentiellement le risque de métastase. Donc potentiellement, le CELSEPT est probablement un produit qui favoriserait moins les tumeurs que les autres, en tout cas que la cyclo et l'immurel. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque globalement, dans les pays qui ont les moyens, on a remplacé pour la majorité des patients le CELSEPT, le l'immurel par du CELSEPT. Donc la majorité des patients maintenant ont une trithérapie ou une bithérapie avec soit du CELSEPT, soit du AMPA qui est mifortique. Et donc il n'est pas impossible que notamment pour la peau, on ait un peu moins de cancer dans les 20 prochaines années. Et quand on a fait l'étude Tumorapa avec Sylvie, on a eu du mal à inclure les patients parce que finalement on avait prévu une incidence de cancer qui était moins importante que celle qu'on croyait. C'est pas impossible que ce remplacement progressif du CELSEPT ait changé un peu les données, et Sylvie vous en reparlera tout à l'heure. Donc les rois, c'est les limiteurs de mTOR. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé la face de la cancérologie post-transplantation. Je vous ai mis cette plaque pour vous montrer que sirolimus et volirimus, vous les avez vus à Tours, je pense, hein, ils agissent très tard dans l'activation cellulaire d'un lymphocyte T, et en fait, ils agissent sur mTOR. Et l'intérêt d'mTOR, c'est que mTOR, ça bloque le cycle cellulaire d'un grand nombre de cellules, et ça en fait un rôle majeur dans un grand nombre de facteurs de croissance, on va le voir après, et pas uniquement sur la prolifération des lymphocytes. Et donc, la faiblesse de ces molécules, c'est qu'elles ont des effets secondaires importants parce que mTOR est large, mais leur force, c'est que mTOR étant large, elles agissent sur beaucoup de cellules. Alors donc en fait, quand on regarde ce que fait la RAPA, donc il se fixe à MKBP, il bloque sous mTOR, et en fait c'est une vision simplifiée, mais donc ça c'est la partie immunosuppressive, blocage des récepteurs de cytokines, donc blocage de la prolifération induite par l'activation, et des cellules qui sont bloquées, les lymphocytes, elles restent en phase G1, et c'est comme ça qu'on sait qu'elles sont exposées à un émetteur de mTOR, on regarde dans quelle phase du cycle elles sont, et ça passe par la P110 et 6 kinase. Et cette partie-là de la diapositive, c'est la partie antitumorale de la RAPA, ça bloque mTOR est sous la route de la voie intracellulaire d'un grand nombre de facteurs de croissance et de leurs récepteurs, qui sont IGF, FGF, PDGF, TGF, VEGF, etc., etc. Et donc cette voie-là, c'est toute la partie antitumorale des inhibiteurs de la mTOR. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, ça a intéressé les transplanteurs, et que maintenant, ces produits sont développés en cancérologie, indépendamment de la transplantation, avec des molécules qui sont un peu différentes. Donc en fait, on a une nouvelle classe de molécules qui ont au départ été utilisées comme immunosuppresseurs chez les greffés, et maintenant, ils ont des cousins germains et des dérivés qui sont utilisés essentiellement en cancérologie, sans même qu'on les utilise comme immunosuppresseurs. Alors, les données, elles sont multiples, et on va les voir progressivement. D'abord, les données en cancérologie, on parle de prolifération. Les données sur la prolifération, c'est le même article que sur le mycophénolate. En fait, ils avaient testé plusieurs types d'immunosuppresseurs avec leur lignée cellulaire. Vous voyez que là, on a au départ, il faut une certaine dose, hein, et puis une fois qu'on a la dose, il y a un effet antiprolifératif très impressionnant qui, à cette dose-là, est plus importante que le mycophénolate, par exemple. Et donc, clairement, in vitro, on a sur les cellules tumorales, qui sont là une lignée donc, de cancer et de pancréas, ces petites cellules, un effet très impressionnant à une dose élevée. Ça prolifère plus du tout, même quand on met du facteur de croissance,
qui est le fetal calf serum, ce qui va bien avec le fait qu'en fait on bloque un effet qui est boosté par des récepteurs de facteurs de croissance, ce qui n'était pas le cas avec le mycophénolate. Avec le mycophénolate, on n'avait pas d'effet quand on mettait du FCS, là on a un effet avec le sérum. Un travail qui a été fait, un des premiers publiés, c'est en 2000 avec du RAD, donc maintenant c'est l'Everolimus. Il montrait très joliment qu'il y avait un blocage de la prolifération de lignées lymphocytaires B infectées par le BV, et ça ne marchait pas sur les lymphocytes T. Donc dans ce travail-là, c'était des lignées T qui n'étaient pas inhibées et des lignées B qui étaient inhibées. Et puis ce qui montrait aussi ici, c'est que ça c'est le pourcentage d'augmentation du blocage du cycle cellulaire. Vous voyez qu'en fait, plus on augmente la dose de RAD, eh bien, plus il y a de cellules qui sont bloquées au niveau de leur cycle cellulaire, ce qui va bien avec l'effet prédit par le mécanisme d'action du produit. Donc un effet antiprolifératif qui était attendu et qui confirmait in vitro. Alors ensuite, in vivo, c'est donc ces travaux chez la souris SCID. Donc on prend des souris SCID, ça c'est le travail de Majesquid, et c'est des lignées de B infectées par le BV. Et puis on met de la rapamycine, on ne met pas de rapamycine. Et vous voyez la différence dans le volume des tumeurs. Là, c'est 3 tumeurs différentes. Le fait de traiter les souris par la rapamycine, c'est les chiffres qui sont blancs ici, eh bien, diminue complètement la prolifération tumorale in vivo après injection. Et puis, quand on utilise des cellules rénales, sous la capsule rénale, vous voyez, c'est très impressionnant, c'est même presque trop beau. Enfin, c'est quand même publié, donc a priori, ça doit être vrai. Eh bien, chez une souris contrôle, il y a une énorme masse qui se développe au niveau de la capsule rénale, alors que chez la souris traitée, on voit pratiquement rien. Et quand on compare le contrôle, et quand on explante les reins qui ont été injectés, vous voyez que sous RAPA, eh bien, il n'y a plus de tumeur. Avec le contrôle, il y a une augmentation majeure de la tumeur, et avec la cyclosporine, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas non plus d'augmentation sur ce truc-là. Mais ce qui est très intéressant, et j'insiste là-dessus, c'est que quand on met cyclosporine plus RAPA, eh bien, il y a un effet de la RAPA qui persiste malgré la cyclo. Ce qui suggère, si on transfère à l'homme, que quand on fait les deux ensemble, on récupère avec des mTOR l'effet négatif qu'il y a sous cyclosporine. Et ça, je pense que c'est un message qui est important, parce que peut-être qu'on va avoir cet effet-là aussi in vivo, même si c'est plus compliqué à montrer chez l'homme. Même chose chez Majesquid. Ça, c'est un autre travail, un autre contrôle. Vous voyez ici la différence de la taille de la tumeur quand on mesure la tumeur entre les souris qui n'ont pas été traitées, qui est ici, celles qui ont eu de la cyclo et celles qui ont eu, là c'est la même chose que ça mais en volume, hein, celles qui ont eu soit RAPA plus cyclo, donc il n'y a pas d'augmentation de taille de la tumeur. Et ça, c'est in vivo. Donc la tumeur, elle ne prolifère pas pareil, in vitro et in vivo. Alors qu'est-ce qui se passe pour les métastases? Donc le genre de travail qui avait été fait avec la cyclosporine a été refait avec le même genre de méthode avec les mTOR. Vous voyez que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que quand on a un phénotype invasif, eh bien, sous RAPA, on passe à un phénotype non invasif, et donc ça limite la diffusion des métastases. Et puis ça, ils nous ont montré que ça passait par l'upregulation de la E-cadérine, qui est une molécule d'adhésion, qui fait que les cellules n'arrivent plus à quitter la tumeur, et donc elles diffusent moins facilement parce qu'il y a la E-cadérine qui est augmentée sous RAPA. Donc il y a une modification du phénotype et une adhésion plus importante qui passe par la E-cadérine. Et quand on regarde ce qui se passe in vivo, c'est les mêmes genres de manip que les précédentes. Vous voyez que quand on regarde la diffusion des métastases pulmonaires dans les souris SCID, donc là c'est une souris bulbe C, mais c'est pareil dans les souris SCID, vous voyez que ça c'est avec le contrôle, il y a plein de métastases. Quand on met la cyclo sur le papier dojo, avec une équipe différente, il y a plus de métastases sous cyclosporine, et on le voit ici sur l'histogramme. En revanche, quand on met de la RAPA, il n'y en a pas du tout, ce qui est un peu troublant, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas assez attendu longtemps, mais dans le temps, ils ont attendu, il n'y en a pas du tout. Et quand on met cyclo plus RAPA, eh bien là aussi, ça marche pour la prolifération, mais ça marche aussi pour la diffusion des métastases. La RAPA en tant que telle, eh bien, limite complètement la diffusion des métastases dans ces modèles murins, ce qui est tout à fait impressionnant quand on pense que c'est du in vivo. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que si on attend 6 mois de plus, elles n'auront pas des métastases. Hein. Mais dans le temps donné, il y a une différence quand même considérable d'efficacité entre la cyclo, la RAPA et la RAPA plus cyclosporine. Donc ça, c'est vraiment assez convaincant dans la mesure où c'est du in vivo. Alors, quand on regarde après ce qui se passe sur la survie des souris, vous voyez que là aussi, quand on regarde les métastases, si on regarde la souris des souris, là c'est une souris bulbe, donc c'est une souris qui est un système immunitaire. Quand le contrôle, la cyclo, elle meurt vite.
Quand il n'y a que de la rapa, elle meurt beaucoup moins vite. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a cyclo plus rapa, c'est ici, eh bien, elle meurt encore plus tard que sous rapa, sachant que je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y a une différence significative. Et on retrouve la même chose pour les souris SCID. Donc là, de façon un peu troublante, on a l'impression que la cyclosporine favorise encore plus la survie en présence de rapa que la rapa seule. C'est peu discuté au niveau du travail. Alors le dernier effet qui est très important pour cet effet sur les tumeurs, c'est l'effet sur l'angiogénèse. Qui dit angiogénèse dit métastase, dit cellules tumorales en tant que telles comme le Kaposi pour le VEGF, et qui dit aussi tous les proliférations comme les amartomes, les malformations artérieuses, tout ce qui passe par le VEGF et la néovascularisation. Et donc on sait très bien que le VEGF c'est un facteur de croissance vasculaire, donc ça c'est sa route, et qu'en fait quand on bloque mTOR ici, eh bien on bloque de façon indirecte à la fois la production du VEGF, mais également son effet sur les cellules elles-mêmes. Donc en fait, il y a un effet, ça diminue le VEGF d'une part, et d'autre part, ça diminue l'effet du VEGF sur les tumeurs. Donc il y a un double effet sur le VEGF des inhibiteurs de la mTOR. Et ça, on le voit sur ce travail qui est publié en Nature Médecine, où ça c'est un modèle un peu particulier, où en fait on met sur la souris une chambre, ce qu'on appelle une chambre sous-cutanée qu'on met juste sous la peau, dans laquelle va se développer la tumeur, et qu'on peut analyser directement au microscope en faisant la microscopie in vivo en regardant dans la chambre. Et ce qu'on peut voir, c'est donc ici, on regarde l'apparition de néovaisseaux, et vous voyez qu'ici, ils ont comparé rapamycine et cyclosporine, et en fait, le message ici, c'est le message ici clé. La partie la plus importante, c'est celle-ci, en présence de rapamycine, alors que dans les autres, là, il y a plein de choses, hein, mais globalement, si on compare rapamycine ici à cyclosporine, vous voyez qu'ici, les vaisseaux sont parfaitement respectés, voire augmentés par rapport au contrôle, alors que sous rapamycine, eh bien, il y a une destruction complète de la vascularisation. En tout cas, il n'y a pas de néovaisseaux, ce qui montre bien que là aussi, in vivo, en présence de rapamycine, on n'arrive pas à faire des nouveaux vaisseaux quand on a un système de tumeur qui se développe. Alors ça, c'est le plus important, c'est-à-dire que globalement, c'est très convaincant. Alors après, il y a des choses qui sont plus compliquées, mais qui sont toujours intéressantes, parce que ça va dans le même sens, et c'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire que d'une part, en présence de rapa, on induit plus facilement l'apoptose sur des lignées B en croissance. Et d'autre part, et là c'est des tumeurs qui sont traitées sous cisplate, eh bien, en présence de soit de dexaméthasone, quand on rajoute la rapa, il y a plus d'apoptose. Et quand on utilise des produits comme la cisplatine, eh bien, quand on met cisplatine plus rapamycine, par exemple ici, eh bien, il y a plus d'apoptose. Donc si on se projette en traitement de patients qui ont des tumeurs, eh bien, on pourrait imaginer que le DET2 inhibiteur de la mTOR, ça augmente la sensibilité à la chimiothérapie et que ça favorise l'effet des chimiothérapies en tant que telles, passant par l'apoptose. Alors ça, j'en avais parlé à des cancérologues qui disent que c'est vrai que ça existe in vitro, mais que par ailleurs, dans la mesure où les inhibiteurs de la mTOR ont des effets secondaires qui sont des thrombopénies, des troubles cutanés, des problèmes de leucopénie, d'anémie, etc., le risque de les mettre ensemble, c'est d'augmenter les effets secondaires des chimiothérapies et d'être obligé d'arrêter la chimiothérapie de façon plus précoce ou de diminuer les doses et finalement d'être moins efficace. Donc en fait, même si ça c'est un effet qui est bien montré in vitro, qui est tout à fait potentiellement intéressant, pour l'instant, c'est pas forcément souhaitable de le faire ensemble et la majorité des gens disent qu'il vaut mieux qu'on fasse d'abord de la chimio de façon standard et puis prendre les inhibiteurs de la mTOR en relais plutôt que d'utiliser cette capacité à induire l'apoptose. Donc ça c'est la revue de Guba qui reprend l'ensemble des effets antitumoraux des inhibiteurs de la mTOR, avec le sujet qui c'était la rapamycine, mais c'est pareil pour le RAD. Il n'y a pas d'argument pour dire que le RAD et la rapamycine font différemment. Donc on retrouve ici l'effet sur les métastases qui passent par l'augmentation de l'expression de la E-cadérine et de la diffusion des cellules. On retrouve ici l'effet sur la prolifération des cellules, et ça c'était ce qu'ils ont retrouvé dans le lymphome. On retrouve l'effet sur la prolifération et sur le cycle cellulaire qu'on a vu dans pas mal de tumeurs. On retrouve l'effet sur le VEGF et les cellules endothéliales. Et puis, c'est pas très facile de voir, parce qu'on voit bien sur un écran, on a l'ensemble des effets, et puis il doit y avoir quelque part le VEGF, il apparaît à la fois sur les tumeurs ici, et sur la croissance tumorale. Donc c'est l'ensemble, et puis vous avez ici, dans ce travail-là, vous avez les références des papiers. Hein. Il y a pour l'instant pas eu beaucoup d'autres études marquantes sur cette thématique, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites. Alors ça, c'est un autre travail, vous voyez, pour l'instant, c'est chez la souris. Ça, c'est des souris qui sont knock-out pour la P53, et ces souris-là, elles font spontanément des tumeurs. Donc c'est intéressant parce que ce n'est pas des tumeurs induites, c'est des tumeurs spontanées. Elles font des lymphomes, des amartomes, des mélanomes, etc. Alors vous voyez que ce qui est intéressant, c'est quand on compare la cyclo, le mycophénolate, là il y a le mycophénolate et la rapa,
Et bien clairement, la seule drogue qui augmente la survie de ces tumeurs, de ces souris, pardon, et qui fait qu'il y a moins de tumeurs, c'est la rapamycine. Pour les autres drogues, c'est pas très très clair, et notamment, voilà, là, un petit effet sur la MMF par rapport à la cyclo, ça c'est cyclo par rapport au contrôle, c'est pas bon. Probablement le mycophénolate, c'est ce qu'on avait vu avant, fait un peu mieux, mais clairement, la rapa fait beaucoup mieux que les deux autres drogues. Et puis ça, c'est quand on regarde ensuite plus précisément. Ça, c'est des tumeurs qui sont cliniques de façon évidente. Ça, c'est des tumeurs qui sont histologiquement présentes. Et ça, c'est l'absence de tumeurs. Vous voyez que sous rapa, il y a beaucoup moins de tumeurs cliniques, il y a beaucoup moins de tumeurs histologiques, et il y a des souris qui ne font pas du tout de tumeurs. Donc clairement, là aussi, sur les souris qui font des cancers spontanés, il y a un effet qui est très impressionnant des inhibiteurs de la mTOR. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Donc, Sylvie vous parlera des cancers de la peau de façon détaillée. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Alors, ce qu'on sait, c'est quelques données qui sont déjà un peu anciennes maintenant parce que c'est du registre, ça c'est une revue, sur les patients qui avaient reçu de la rapamycine au départ dans les études pivot, soit comparé à la cyclosporine, mais c'était de la rapa seule, sirolimus seul, soit mélangé, et là ils avaient de la cyclo plus du sirolimus avec 2 doses différentes. Et puis ça, c'est l'étude qu'on verra après, où ils ont d'abord une bithérapie, puis après on laisse que le sirolimus. Alors, vous voyez que ce qui sort, c'est que globalement, quand on compare les patients qui ont du sirolimus par rapport à de la cyclo, ben là, il y a 0 cancer, avec un recul de 4 ans, alors qu'il y a globalement plus de cancers sous cyclosporine, et là, c'est l'un contre l'autre. D'accord ? Et là, ça ne sort pas clairement pour les cancers de la peau. Quand on regarde ensuite les patients qui ont eu la cyclo plus la rapa, et c'est ce que je vous disais sur les modèles in vivo, c'est qu'on a l'impression que même si on compare les chiffres ici, 6-9 avec le placebo, c'est-à-dire qu'il n'y a que la cyclo, et là il y a cyclo et murel, quand on compare, eh bien on a l'impression que quand on met un mTOR inhibiteur comme le sirolimus plus la cyclosporine, il y a quand même moins de cancer de la peau que quand il y a de la cyclo ou rien du tout seul. Donc il y a un effet même quand il y a de la cyclo. Et sur l'ensemble des cancers, c'est pas très net dans ce travail-là, qui n'est pas un travail qui a été fait pour ça. Et puis quand on compare, et ça on le verra après, les patients qui avaient une bithérapie par la cyclosporine et de la rapa, et puis qui sont passés en monothérapie, eh bien vous voyez que là, on a une différence significative dans le nombre total de cancers quand on arrête la cyclosporine, sachant que le problème de ce travail, c'est que là, on a une trithérapie et on passe à une bithérapie, donc il y a un poids de l'immunosuppression qui est différent entre ces deux groupes, sur lesquels on ne peut pas tout à fait trancher. Et on va y revenir après. Donc globalement, sur ces données déjà qui sont un peu anciennes, on a l'impression que quand on met de la rapa, il y a moins de cancer que quand on met de la cyclo seule, et que la rapa plus la cyclo, c'est mieux que la cyclo tout seul. Alors après, il y a des cancers pour lesquels c'est une évidence, c'est le Kaposi, et on sait pourquoi maintenant, parce que le Kaposi, ça passe par le VEGF en grande partie, c'est une tumeur qui est très sensible aux facteurs de croissance vasculaire. Donc ça, c'est un travail, vous voyez, c'est très spectaculaire sur la photo. Donc ça, c'est un Kaposi qui a régressé sous rapamycine de façon complète ici. Alors ça, c'est des travaux qui ont été publiés il y a un petit moment et qui étaient très spectaculaires. Il y a eu un New England qui a montré... Donc ça, c'était le New England, ouais, le Stallone. Alors là, ils avaient 100% de lésions qui avaient disparu en 3 mois. Mais ce qu'a montré Céleste Lebé, qui avait fait un travail, je pense que tu étais dedans aussi, Sylvie, hein, c'est qu'en fait, et ça on le voit aussi cliniquement maintenant, c'est qu'effectivement, il y a une amélioration très spectaculaire des Kaposi quand on arrête la cyclo et qu'on les met sur rapamycine, mais qu'en fait, c'est pas du tout constant à 100%, et c'est ce qui est montré ici, c'est qu'en fait, là, c'est donc la régression des lésions, elle n'est pas du tout à 100% dans ce travail-là, puis il y a pas mal d'effets secondaires malgré tout, il y a peut-être plus de lymphœdème, que la régression, elle apparaît au bout de quelques mois, c'est relativement rapide, mais qu'après, il y en a qui ont récidivé, et que finalement, il n'y a pas un effet à 100% du tout. Mais simplement, clairement, quand on compare à la cyclo, il y a un effet indiscutable, donc je crois qu'on ne se pose pas de questions quand un patient actuellement fait un Kaposi sous cyclo ou sous tacro, on le met sous rapa, puis après on voit ce qui se passe. Mais il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ça fonde comme neige au soleil, comme ce qu'avaient publié les médecins dans le New England Journal of Medicine. Donc, dans les travaux cliniques prospectifs qui ont été faits, il y a celui-là, donc, qui est le travail qui est publié donc, par Campistol, qui était au départ une étude, qui n'était pas une étude sur les cancers, mais une étude sur l'immunosuppression que je vous ai déjà cité partiellement. Les patients, et c'est comme ça que la rappelle l'AMM, donc c'était la phase 3 qui a eu l'AMM, ils avaient une trithérapie avec du sirolimus, avec des doses au départ peu importantes, et de la cyclosporine à des doses fortes à l'époque, et des stéroïdes. Et puis ils étaient randomisés au bout de 3 mois, et dans un bras, on arrêtait la cyclosporine complètement, et ils étaient en bithérapie, et vous voyez qu'ici, ils ont les doses majeures de rapamycine qu'on n'utilise plus maintenant. Donc les données qui sont déjà montrées là, elles sont intéressantes, mais c'est déjà plus ce qu'on fait maintenant, donc il faut éventuellement faire attention à ce qu'on regarde, parce qu'on ne fait plus jamais 20 à 30 pendant un an, puis 15 à 25.
on est plutôt entre 8 et 12. Et puis dans l'autre bras, on ne changeait pas de traitement et il gardait une trithérapie. Et là aussi, il y a un problème méthodologique, parce que là, on a une trithérapie avec de l'aciclo et de l'arapane, tandis que là, on a une bithérapie. Mais ce qu'on peut voir, c'est que quand on regarde les cancers de la peau, donc là, c'était chez les patients sous traitement dans cette colonne. Ça, c'est les patients qui sont en intention de traiter. En haut, c'est le pourcentage de patients qui ont la récidive de la tumeur. Et ici, c'est le nombre de tumeurs. Et vous voyez que globalement, quand on compare les patients qui ont une trithérapie de l'aciclo par rapport à une bithérapie avec que du sirolimus, eh bien globalement, on a un gain qui est tout à fait impressionnant dans à la fois l'apparition plus tardive de l'apparition des tumeurs cutanées et ici le nombre de tumeurs qui diminue. Là, et on retrouve ça dans les deux cas. C'est moins net en intention de traiter que chez les patients per protocole. Il y avait plus de 30% de sorties d'études dans ce travail parce que les gens supportaient mal les doses de rapamycine qui étaient prescrites et donc il y a beaucoup de sorties d'études, ce qui explique que les données en thérapie sont différentes des données en intention de traiter. Donc ça, c'est les cancers de la peau tout confondus. Mais ce qui est intéressant, c'est que même chez les cancers non cutanés, eh bien, il y a un effet de la rapamycine par rapport, que ce soit en thérapie ou en intention de traiter. Et là, il n'y a pas de détail dans le type de cancer. C'est juste les cancers non cutanés. Et puis, Jacques vous a parlé de ce travail aussi, qui est un des seuls travaux disponibles pour l'instant. Tu présenteras Tumorapa, Sylvie, ou non? Non, mais je ne la présente pas, moi. Mais il y a des données, de toute façon. Bon. Donc ça, c'était avant Tumorapa. Donc ça, c'est le plus gros travail de switch qui a été fait en transplantation avec les inhibiteurs de la mTOR, parce qu'il y avait 800 patients qui étaient au départ qui ont été randomisés. Donc l'idée, c'était de dire que c'était pas fait pour les tumeurs, c'était fait pour la fonction rénale. Vous connaissez peut-être déjà ce travail. Donc c'était des patients qui étaient sous cyclo essentiellement et qui avaient de l'imurel ou du mycophénolate ou une bithérapie, mais qui était le plus souvent en trithérapie. Et puis dans un bras, on les laissait en trithérapie, dans l'autre bras, on les mettait sous sirolimus et on arrêtait les CNI. Alors bon, au niveau rénal, j'en parlerai pas, mais ce qui est très impressionnant, c'est que vous voyez, quand on compare les patients qui ont été switchés, c'est ceux qui sont dans les bras verts ici, et ceux qui n'ont pas été switchés, qui sont dans les bras bleus, ben, il y a un effet assez impressionnant sur l'ensemble des tumeurs qui sont ici, 5,1 versus 1,4, particulièrement visible sur les tumeurs cutanées, pas très clair sur les lymphomes, il y en avait très peu dans cette étude, et puis également ici sur l'ensemble des tumeurs, vous voyez que ça représente moins de tumeurs. Donc globalement, il y a quand même un effet très spectaculaire de l'incidence des tumeurs quand on switch au sirolimus. Et je vous rappelle que l'étude n'a pas été faite pour ça, donc ce n'est pas une étude parfaite. Alors qu'est-ce qui est en cours en ce moment? En greffe de foie, clairement, il y a un des problèmes majeurs, c'est l'hépatocarcinome. Donc il y a un essai qui a débuté, qui est un essai randomisé. Ça, c'est une publication non pas des résultats, mais de l'essai lui-même, qui est sorti l'année dernière. Donc l'essai est en cours. Donc ce qu'ils font, c'est que c'est des patients qui ont une indication de greffe de foie pour un hépatocarcinome. Et donc au départ, on ne leur met pas de mTOR parce que vous savez qu'il y a des problèmes de cicatrisation. Donc ils ont une trithérapie ou une bithérapie à base de ce qu'on veut. Mais ce qu'il y a, c'est, et au bout de, par contre, mais ils n'ont pas d'inhibiteur de la mTOR. Et puis ils sont randomisés à 4 à 6 semaines. Et dans un bras, ils restent sans inhibiteur de la mTOR. Et je pense que l'illustration est donnée, ce sera de la cyclo, surtout du tacrolimus. Et dans l'autre bras, au contraire, ils sont à base d'inhibiteurs de la mTOR. Et puis, ils regarderont la survie des patients et évidemment l'incidence, la récidive, etc. De l'hépatocarcinome. Donc ça, c'est un essai qui est majeur en greffe de foie, pour lequel cette problématique est très importante. Et puis, en greffe de rein, il y a Tumorapa qui va sortir, une étude australienne qui est déjà sortie, mais qui n'est pas très bonne, Tumorapa qui finit, et on parlera Sylvie, qui est une étude chez les patients qui ont des cancers de la peau. Alors après, on peut jouer sur la combinaison des drogues. On peut dire que non seulement l'ARAPA c'est bien, mais CRAPA, CELCEP c'est encore mieux. Alors ça, on le voit très bien quand on combine les drogues sur des lignées, puisque là, si vous regardez dans le détail, lorsque vous avez une molécule à dose croissante, ou que vous mettez 2 molécules, eh bien vous avez un effet additif en termes de blocage de la prolifération. Donc ça soit pour les lignées pancréatiques ou pour les lignées tumorales à petites cellules. Donc clairement, si on regarde in vitro, quand on met 2 antiprolifératifs qui ont des modes d'action différentes, eh bien on bloque davantage la prolifération que quand on en met un seul. Et là aussi, on pourrait imaginer que ça soit reproductible chez l'homme. Pour l'instant, ça n'a pas été démontré directement. Donc on retrouve la plaque que vous avez montrée déjà Jacques. On a ici l'effet des immunosuppresseurs sur les tumeurs, avec l'ensemble de la synthèse. Et ici, donc, on voit que globalement, les inhibiteurs de la mTOR, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent la prolifération des cellules infectées par des virus. Par ailleurs, ils ont cet effet immunosuppresseur qui fait que parfois, et ça c'est un problème qu'on n'a
pas encore totalement méprisé, c'est-à-dire à quelle dose les inhibiteurs de la mTOR bloquent la prolifération, mais favorisent pas trop les virus quand même, et ça c'est pas forcément très clair, ce qui peut expliquer pourquoi pour certains patients ils sont améliorés ou pas forcément améliorés. La réponse n'est pas forcément certaine pour l'instant. L'effet sur l'angiogénèse, il est majeur pour l'inhibiteur de la mTOR, au contraire il est très mauvais pour la cyclosporine, et ça c'est tout ce qui est métastase surtout et diffusion des tumeurs. L'effet sur la tumeur de croissance, il est surtout important pour le mycophénolate et surtout pour les mTOR, un peu pour le mycophénolate. La réparation de l'ADN, donc c'est ASA et cyclosporine, et puis donc les cancers, c'est l'inverse. Alors si on se place en monothérapie et qu'on se dit, ça c'est conceptuel, mais ça vient de tout ce que je vous ai raconté, les produits qui semblent les plus neutres, c'est les corticoïdes. Les produits qui semblent les plus mauvais, c'est l'azatioprine et peut-être encore plus les CNI, parce que ça bloque ça augmente la fragilité de l'ADN, mais ça ne joue pas trop sur les métastases, ça joue sur tout. Et puis ceux qui semblent les plus favorisants, c'est MMF, puis inhibiteur de la mTOR. Alors vous savez qu'en transplantation, on est rarement en monothérapie. Alors si après on veut extrapoler, ça reste théorique, hein, et qu'on se met en bi ou en trithérapie, bien sûr le pire c'est de mettre CNI plus ASA. Après, CNI MMF c'est peut-être mieux, et peut-être qu'on aura moins de cancer avec le relais progressiste, je vous l'ai déjà dit. Et probablement la meilleure combinaison, c'est corticoïde MF inhibiteur de la mTOR, avec une combinaison qui est peut-être moins mauvaise que CNI seul, c'est mettre CNI inhibiteur de la mTOR et MMF. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que, ok, vous prenez quelqu'un qui est âgé, qui n'a pas de rejet, qui a un cancer de la peau. Bon, c'est facile, hein. On fait tumor à pas, vous avez le résultat, vous le faites dessus, inhibiteur de la mTOR, ça c'est facile. Bon, ça marche. D'accord? Maintenant, vous prenez quelqu'un qui a un rejet chronique actif, qui a 62 ans, qui a sa 3e greffe, d'accord, qui a plein de cellules dans son greffon, qui a 62 ans, qui a déjà 30 ans d'immunosuppression et qui a des cancers de la peau qui reviennent. Vous l'avez mis sous tacrocellcept parce qu'il est immunisé, et qu'est-ce que vous faites? Alors vous avez le choix, vous arrêtez l'immunosuppression, vous le mettez sous mTOR, il y a des grandes chances qu'il perde vite son greffon. Vous laissez le tacro-MMF, vous aurez des cancers qui vont récidiver rapidement et il y en a qui en meurent. Et donc peut-être que pour cela, on a une solution qui est de baisser les CNI, parce que rajouter un inhibiteur de la mTOR, parce que vous savez que quand on met CNI, il faut baisser la dose, sinon c'est néphrotoxique. Donc garder ces deux produits qui sont ensemble relativement immunosuppresseurs, mettre du MMF à des doses, par exemple 500 x 2, et puis avoir cet effet antitumoral qui fait qu'on n'aura peut-être pas un effet aussi important sur la tumeur que sur ces patients-là, mais qu'on pourra essayer de combiner enfin le fait de faire du rejet chronique et le fait d'avoir des tumeurs chez les gens âgés. Et cette problématique, elle revient en fait chez pas mal de patients maintenant, puisqu'on a de plus en plus de patients âgés qui arrivent à leur 2e ou 3e greffe. Donc je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Pour l'instant, il y a 0 données pour montrer que ça, c'est moins bien que ça ou ça, c'est mieux que ça. Ce qui a été fait dans le tumorapa, c'est inhibiteur de la mTOR versus CNI. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut proposer quelque chose sur les cancers? Alors ça, c'est ce que propose Campistol. Bon, je n'ai pas retrouvé de choses actuellement. Ça paraît assez logique. Ce qu'on peut proposer, c'est de dire que, bon, ça ne repose pas sur des données publiées encore, hein, mais c'est un peu les études randomisées qui sont en cours, chez quelqu'un qui a un cancer après la greffe. Donc, pas quelqu'un qui l'a avant la greffe, après la greffe. Donc, la première chose, c'est de savoir si c'est un cancer qui est à un stade évolué. À mon avis, si le cancer est à un stade très évolué, et je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il propose ici, notamment si c'est une maladie disséminée et que la survie de quelques mois, il ne faut pas emmerder le malade, il ne faut rien faire, parce que de toute façon, il va mourir, et ce n'est pas la peine qu'il meure en dialyse. Donc, je pense que ces patients, il faut leur donner la meilleure qualité de vie possible, pas changer l'immunosuppression et traiter leur cancer en tant que tel, éventuellement baisser un peu l'immunosuppression, mais pas trop, surtout éviter le rejet, éviter qu'ils fassent à la fois la fin de vie en dialyse, plus avec une tumeur qui n'est pas contrôlée. Bien sûr, si c'est un Kaposi, c'est différent, mais ça c'est pour une tumeur qui serait une tumeur non traitable. Ceux qui ont un bon pronostic, et donc pour ça, alors après la deuxième chose, c'est de vérifier si la RAPA peut être bien tolérée ou pas. Donc pour ça, vous avez besoin de la protéinurie, on dit que c'est 0,5-0,8. De la fonction rénale, on considère qu'il faut être à plus que 40, et là aussi c'est discutable pour les gens qui ont un cancer. Clairement, si le cancer est de bon pronostic et si a priori il est guéri, vous n'avez pas envie qu'il récidive. Donc si le patient a une bonne fonction rénale, qu'il n'a pas de protéinurie, il y a vraiment une bonne indication de mettre sous mTOR inhibiteur, parce qu'il a tout à gagner. On sait qu'il n'y a pas plus de rejet, on sait qu'il peut y avoir un effet sur la récidive, sur les métastases, et donc vous avez tout à gagner à ça. Si jamais il ne supporte pas la rapamycine, eh bien vous pouvez toujours revenir en arrière et vous êtes dans la situation inverse. Si c'est un carcinome de la peau, c'est la même chose, parce que ça marche bien, il faut absolument arrêter les CNA et les mettre sous rapa, quitte à revenir en arrière. Et alors après, s'il n'a pas ces signes-là, s'il a une protéinurie qui est entre 1 et 2 grammes, s'il a une clairance qui est à 30 par exemple, moi je pense qu'il faut essayer.
en mettant d'abord des CNI et des mTOR inhibiteurs à petite dose de chaque, prendre du temps pour faire le switch, regarder l'intolérance, prendre son temps, mais essayer quand même, parce qu'une partie de ces patients supportent quand même les mTOR, et que si on arrive à gagner, je pense que c'est mieux pour les cancers. Et s'ils ne supportent pas, on vient en arrière, et à ce moment-là, on baisse l'immunosuppression de façon sans mTOR, c'est-à-dire on baisse la cyclo et on met du mycophénolate à petite dose. Voilà. Et puis pour le Kaposi, clairement, il ne faut pas se poser de questions. Quelqu'un qui a un Kaposi, il faut le switcher immédiatement au mTOR, et puis assumer, réduire un peu l'immunosuppression, et puis voir comment il répond, parce que clairement, il y a un effet très spectaculaire, on n'a pas tellement de questions à se poser. Alors après, ce qu'il faut se poser comme question, et pour lequel il n'y a pas de réponse, c'est est-ce qu'il faut systématiquement remplacer l'ASA par le mycophénolate pour diminuer le risque de cancer? Probablement oui, sauf quand on ne supporte pas le MMF, parce qu'on a des diarrhées à répétition, et tous les gens ne supportent pas à 100% le mycophénolate. Mais peut-être qu'il vaut mieux baisser le mycophénolate à une dose qui est moins efficace, certes, qu'à la forte dose, et ne pas avoir à mettre de l'imurel que retourner à l'imurel, sauf si vraiment le patient ne le supporte pas, surtout s'il y a un risque de tumeur. Mais ça, c'est pas démontré par rien du tout. Deuxièmement, est-ce qu'il faut introduire systématiquement un inhibiteur de la mTOR, quelle que soit la population, pour réduire le risque de cancer? Si les inhibiteurs de la mTOR posaient aucun problème, je dirais oui, mais comme ils ne sont pas encore très faciles à manier, pour l'instant, on n'a pas d'argument pour le faire de façon systématique. Mais c'est sûr que si on arrive à le faire, c'est mieux pour les cancers que si on ne peut pas en avoir. Donc c'est sûr que tous les protocoles qui auront un inhibiteur de la mTOR, on peut attendre ce qui est plutôt moins de cancer que ceux qui n'en ont pas, mais ce n'est pas démontré de façon fameuse parce que ça n'a pas été fait de façon propre dans ce sens-là. En revanche, quelque chose qui est plus convaincant, mais pour lequel il n'y a pas de données, c'est quelle prévention secondaire en cas de cancer post-greffe? Ça, on l'a vu. Je crois qu'on a intérêt à en mettre, même si pour l'instant, on n'a pas les données. Donc, les données, on commence à les avoir. Tu ne m'auras pas, vous aurez déjà des données. Cancer de la peau, clairement, c'est intéressant. Et quelle immunosuppression pour un patient qui a des antécédents de cancer avant la greffe? Alors là, évidemment, c'est plus compliqué. Je crois que quand même, on a envie de se dire que quand un patient a un cancer avant la greffe, on a envie d'en mettre après. Donc de se donner 3 à 6 mois, pas l'introduire forcément en J0, mais systématiquement y penser la première année. Et si on peut, parce qu'il n'y a pas de protéinurie, une bonne fonction, pas trop de rejet, systématiquement se dire, tant qu'à faire, on va mettre un inhibiteur en même temps, parce que finalement c'est bien sur la fonction rénale et c'est bien sur les cancers. Donc je dirais oui, mais ce n'est pas démontré par des études prospectives qui ont été faites pour ça. Est-ce qu'il faut choisir l'immunosuppression en fonction du risque de cancer dès le départ? C'est un peu cette même question que là. Je crois qu'on y pense de plus en plus actuellement, pour toutes les raisons visibles. Est-ce qu'il faut utiliser systématiquement l'inhibiteur mTOR dans les chimiothérapies pour induire l'apoptose? Clairement non. Et je crois que c'est tout. Et puis après, il y a certainement d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé, mais il faudra peut-être vous me les poser. Et j'ai terminé. Vous avez des questions avant la pause? Vous avez mangé? Non? Pas de questions? Bon, parfait. Pause.